Écoutez, merci, bonjour à tous, désolé pour ce faux départ. Salut Olivier, salut Arnaud, salut deux Olivier maintenant le matin, Martial, Bertrand. Écoutez, c'est très cool. Euh, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avoue, c'est le petit problème technique. Ça, c'est un peu des fois enfin, j'allais dire c'est un des inconvénients d'utiliser Linux, mais en fait, pas vraiment, on peut avoir la même chose. Erwan a souvent des problèmes avec son micro sous Windows, donc bon, c'est juste les mystères de l'informatique, on ne sait pas pourquoi des fois les périphériques fonctionnent pas, donc écoutez, voilà, c'est pas grave, ça nous fait... De toute façon, bientôt, évidemment, ce seront des intelligences artificielles qui parleront à notre place, j'écrirai un script, enfin je l'écrirai même pas, je le ferai générer par une intelligence artificielle, puis ensuite il y aura une voix qui le lira, puis il y aura un avatar virtuel ou quelque chose comme ça, donc voilà, on n'aura plus à se soucier de tous ces problèmes-là. Mais en attendant, eh bien, on est ensemble pour une petite heure. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Salut Denis aussi également. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon long week-end. Moi, je vous cacherai pas que j'avais presque oublié que du coup, ça décalait d'une journée. Et donc, j'avais oublié que il fallait que je fasse la matinale. Heureusement, je m'en suis souvenu hier soir. Donc voilà. Par contre, je n'ai pas préparé grand-chose. Donc voilà, donc on va faire, on va trouver des sujets ensemble. Enfin, s'il y a quand même deux choses dont je voulais vous parler, c'est des livres. J'ai deux livres dont je voudrais vous parler rapidement. Et puis, comme d'habitude, on va faire la veille. Voilà, on va parler d'IA, de choses comme ça. Donc voilà. Écoutez, alors, le jour où on arrivera à générer des IA et des choses comme ça va être assez incroyable. Et salut Anto. Donc, bon écoutez, allons-y. En plus même tout à l'heure pour ceux qui se sont connectés dès le début, vous avez même vu que j'ai partagé pendant un certain temps mon écran sans le voir. Donc je sais pas. Aujourd'hui, je pense que c'est le week-end de 3 jours. Ça fait que voilà, j'ai perdu tous mes réflexes, j'ai tout oublié comment streamer et tout ça. Donc voilà, bon allez, écoutez, on y va, on va pas faire partir plus longtemps dans tous les sens, même si c'est un petit peu ce qui risque d'arriver encore dans cette émission, puisque je n'ai pas préparé grand-chose, un petit peu comme la dernière fois, mais cela dit, on a passé un très bon moment, donc c'était cool. Alors non, je me souviens pas de cette présentation de Samsung, mais après c'est une chose de faire un avatar qui est enregistré. Enfin, je veux dire, maintenant on sait faire quand même comment dire, vraiment des effets spéciaux, générer de la 3D et tout, extrêmement réaliste. C'est un autre truc de faire un truc qui est complètement générique et à qui tu peux faire dire des choses en live, etc. et qui s'adapte en fait complètement. C'est-à-dire que c'est pas préenregistré, quoi. Mais bon, peut-être. Je pense il y a des technologies qui nous dépassent pas mal. Et oui, Anto, effectivement, merci. On a en tout cas un premier extrait de notre intervention avec Camille et Choubam sur Notion qui est disponible du coup sur la chaîne de Déclic. N'hésite pas à poster le lien si tu veux. C'était un très bel échange, donc c'est très cool. D'ailleurs, du coup, je pense que tu as fait un petit peu de montage, donc en plus c'est bien, ça permet de garder les meilleurs moments puisque c'était un long échange qu'on a eu qui était très agréable d'ailleurs. Eh bien, allons-y. Je vais vous partager mon écran. Hop là, c'est parti. Et comme d'habitude, eh bien, on va regarder un petit peu ce qui se fait sur Product Hunt. Sur Product Hunt, alors sans surprise, hein, on risque de retrouver de l'IA. Est-ce qu'on va retrouver un petit peu de no-code? Je ne sais pas, on verra peut-être d'autres choses. Mais voilà. Alors le ski en top aujourd'hui, et d'ailleurs de loin, hein, dans le 674, c'est un outil pour browser des sites web en même temps sans partager d'écran. Ok, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à il y avait, je crois, une extension pendant le Covid, il y avait une extension Chrome qui était apparue qui permettait de regarder en simultané des vidéos, enfin des séries, etc. sur Netflix. Je sais plus comment ça s'appelait, Netflix Party, un truc comme ça, qui permettait de lancer en même temps pour être parfaitement synchro, pour pouvoir du coup ensuite débriefer des choses qu'on regardait, etc. Donc voilà, bon là, regarder un browser en même temps, alors quelque part ça peut être intéressant parce que bah, quand on fait des meet-up, enfin quand on fait des réunions, des meetings en ligne, etc., on passe
souvent on partage son écran, et quand on partage son écran, en général on partage son navigateur, puisque finalement maintenant toute notre vie se passe dans notre navigateur. Du coup, en disant ça, je me dis aussi quel est l'intérêt d'avoir quelque chose qui permet de partager, de streamer, enfin de faire du co-browsing. C'est intéressant, on a tout en co maintenant, on a du co-living, du co-working, et aussi du co-browsing. Bah écoutez, je sais pas, j'avoue, je suis pas convaincu de voir l'intérêt, puisque eux, leur gros truc, c'est de dire, c'est browse any website without screen sharing, mais en même temps, si on peut partager son écran, c'est peut-être pas plus mal. Surtout qu'on peut partager juste la fenêtre éventuellement qu'on regarde. Bon, je sais pas. J'avoue, je sais pas si ça vous inspire quelque chose, mais moi j'avoue que je vois pas forcément l'intérêt. Et je vais mettre la petite fenêtre ici sur le côté, et du coup, eh bien, salut Xavier aussi qui nous rejoint, et Lorraine également. Alors bon, ça c'est pas très convaincant. Alors un éditeur AI, alors ça on sait pas trop ce que ça veut dire aussi. Ça permet de générer des images, des textes. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, c'est vraiment intéressant ce qu'on voit en ce moment. C'est vraiment toutes les interfaces qui sont en train de se créer autour ou par-dessus, je dirais même plutôt, de ChatGPT et puis de tout, et notamment depuis qu'il y a l'API vraiment de ChatGPT, qui est encore plus simple à utiliser que l'API d'OpenAI, qui existait auparavant où on utilise les modèles en direct. Bah, vraiment, on voit vraiment la création de beaucoup d'interfaces. En plus, c'est devenu moins cher aussi. Donc voilà, bon, écoutez, créer du contenu, très franchement, je pense que c'est le use case qui est vraiment le plus rodé, mais pourquoi pas. Alors, il y a toujours un peu de crypto. Vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs, si vous êtes dans les cryptos, que le Bitcoin depuis ce matin est redevenu au-dessus de 30 000 $. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Donc voilà, on regarde une interaction pour le streaming aussi. Bon, enfin, pourquoi pas. On fait du co-chatting, effectivement. C'est un peu le principe. Alors, c'est difficile de chatter tout seul, cela dit. Cela dit, je dis ça, mais maintenant, on peut chatter avec ChatGPT. Donc, techniquement, on est tout seul. Et c'est vrai que c'est assez intéressant ce que dit Olivier par rapport à l'IA. C'est qu'actuellement, quand même, la plupart de toutes ces applications qu'on voit ici utilisent en grande majorité, pas exclusivement, mais en grande majorité, ChatGPT, GPT 3.5, GPT 4, enfin tous les modèles d'OpenAI, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un peu un problème. Alors, à mon avis, c'est quelque chose de quand même très temporaire, puisqu'on voit que la course est lancée. Google est en train de sortir son IA, ses IA aussi. Et pareil, ils en ont plusieurs. Ils ont parlé de Bard, qui est le truc un peu équivalent de ChatGPT avec qui on peut discuter. Mais ils ont aussi des modèles, je ne sais plus comment ça s'appelle, Lama ou quelque chose comme ça, qui sont des modèles avec qui on peut faire d'autres interactions, des trucs sur les images. Il y a aussi toute la question maintenant d'embarquer des modèles, parce qu'actuellement, donc les modèles ils tournent sur des serveurs distants, on les appelle à travers des API, mais il y a aussi le fait d'embarquer des modèles sur nos terminaux qui sont entraînés pour fonctionner sur des téléphones, sur des ordinateurs, pouvoir faire tourner ça en local. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc à mon avis, bientôt, ces services qu'on voit là, on pourra choisir de les faire tourner sur différentes IA. Et d'ailleurs, je vous rappelle évidemment l'épisode que j'avais fait avec Ta de EdenAI, qui est typiquement un agrégateur d'API. Alors c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, vraiment en mode ChatGPT, très comme ça, générative, où on peut lui demander n'importe quoi, il n'y a pas forcément beaucoup d'équivalents. Par contre, sur plein d'autres domaines, la génération d'images, il y en a plusieurs. Sur la traduction, etc., il y en a plusieurs également. Donc voilà, d'ailleurs, même pour la peine, comme j'aime bien ce qu'ils font, je vous remets le lien vers EdenAI, n'hésitez pas. Mais à mon avis, en tout cas, ce moment, en tout cas, si c'est à ça que tu faisais référence, côté centralisé autour des modèles d'OpenAI, je pense que ça ne durera qu'un temps, même s'il faut bien reconnaître qu'ils ont pris énormément d'avance, quoi. Alors, encore, comme d'habitude, un répertoire alors là, plus de 100 tools d'IA. Voilà. Ah non, c'est 100. Alors, ça, c'est un truc hyper méta, c'est intéressant. C'est
une liste d'outils. Quand vous faites un outil d'IA, enfin, donc comme on disait hein, autour de ChatGPT ou quoi, bah, vous pouvez le soumettre à des directories, donc des répertoires qui listent tous les outils. Et là, le mec, il a fait un répertoire de répertoires, quoi. Voilà, the largest directory of all tool directories. Donc voilà, donc ça c'est vraiment hyper méta. Pourquoi pas, il y avait pas mal de votes quand même, mine de rien. Donc bon, très franchement, je ne sais pas. Dart, Bubble, alors ce n'est pas le Bubble, c'est pas notre Bubble de l'écosystème no code. D'ailleurs, Bubble, où il y a une grande news la semaine dernière, ils ont changé leur modèle de pricing. Je ne vais pas vous en parler parce que je maîtrise pas du tout la question. En plus, j'avoue que ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, il y aura une émission jeudi qui sera prévue pour vous décortiquer tout ça. Et de ce que j'ai vu sur le chat, enfin sur le Slack de No Code France, il y a aussi Wesley de Flusk et son collègue, putain, merde, son prénom m'échappe, je m'en excuse, qui ont décortiqué tout ça. Donc vous pouvez voir ça. Évidemment. Alors non, si je tape Flusk ici, ça va pas le faire. On va pas. Bon, tant pis. D'ailleurs, j'ai pas vu. C'était très drôle. Il y a beaucoup de choses très random qui sortent quand on tape Flusk. Mais ils sont là. Attendez. Alors, je vais essayer de retrouver leur. Voilà. Bon, en même temps, c'est la matinale des Ops. En même temps, peut-être que vous vous en foutez de Bubble, mais je trouvais qu'ils avaient fait un gros travail là-dessus. Donc voilà, bon, je ne sais pas où c'est, donc c'est pas grave. Si sur leur blog. Ah voilà, le pricing de Bubble, voilà, je le mets quand même. Voilà, c'est Victor et hop là. Gros travail de la part de Victor et de Wesley. Sur le pricing de Bubble, mais comme ça m'évite d'en parler. Je vous mets le lien si ça vous intéresse, vous regardez. Alors on continue. Alors ça avait l'air intéressant. Je l'ai vu passer en fait hier, parce que là on arrive dans les... C'est en fait un chatbot qui ressemblerait à ChatGPT en fait, mais sur la base des données de votre site web. Et donc ça, j'ai trouvé ça relativement intéressant parce que en fait, ça va lire, si je dis pas de bêtises, en fait, tout ce qu'il y a sur votre site, vous mettez des données et puis ensuite vous pouvez embed un chatbot qui va répondre a priori sur la base des données de votre site. Donc ça, c'est pourquoi pas quoi. Outil de génération spécialement sur WordPress, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour les gens qui font du WordPress. C'est intéressant, c'est marrant ça. C'est une appli qui enlève toutes les news sensationnalistes des news. Et donc, alors ça utilise de l'IA hein, quand même. Il y a même pas, même s'il n'y a pas IA dans le titre, il y a quand même toujours de l'IA tôt ou tard. Mais je trouve le concept intéressant. C'est vrai que on s'en rend compte, il y a plein de problèmes par rapport aux news, par rapport au sensationnalisme, par rapport aux bulles de médias, par rapport au focus des médias sur certains sujets. Pourquoi pas enlever ça et avoir... Franchement, si c'est bien fait, je trouve que ça peut être intéressant. Alors quelque part, ça peut vous faire passer aussi à côté d'informations. Toujours la question des filtres et de ce qu'on regarde. Bon, ça c'est un sujet qui va bien au-delà du no-code. Mais... Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on va rien trouver de sensationnel aujourd'hui, donc on va passer à la suite. Je regarde encore un petit peu quand même parce que je suis toujours un petit peu curieux. Un outil de project management que pour Android. Pourquoi pas Je veux te dire pourquoi pas, tout peut être réinventé potentiellement. Alors attendez, je vais regarder un petit peu parce que je vois qu'il y a aussi des discussions qui sont apparues dans le chat. J'ai toujours un petit peu de mal à faire tout en même temps. Alors pour ta question Martial, a priori, je vais même afficher la question. A priori, non, parce qu'on en a parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec Thomas Boyle. Voilà, il nous a appris à bien prononcer son nom d'ailleurs. Il nous a fait une intervention dans le bootcamp dont on parle, dans notre bootcamp qu'on a fait avec Otto. Et il évoquait, il disait que tout restait, que voilà, il gardait pas
les données. Donc en fait, ça alimente pas, ça reste que dans le contexte en fait de la discussion. Voilà. Donc lui, le modèle a été entraîné donc voilà, sur un certain set de données, c'est ça qui fait d'ailleurs qu'il est statique et qu'il peut pas se connecter à Internet, etc. Mais ce qu'on lui dit, en fait, ne reste valide que dans le contexte de la discussion. D'ailleurs, il nous avait fait une démo où il lui demandait, il lui disait quel était son prénom, et puis lui redemandait un peu plus loin, mais par contre, dès qu'il ouvrait un nouveau chat, eh bien, il se souvenait plus de son prénom. Donc voilà, donc ça c'est assez documenté, et donc effectivement, on va pas l'entraîner quelque part. Par contre, si on lui donne le contexte, quand on lui fait une requête, eh ben là, on peut l'entraîner. Et donc, on peut lui redonner le contexte des choses précédentes qu'il a dit, et c'est d'ailleurs vraiment comme ça que fonctionne l'API de ChatGPT, l'API vraiment précise de ChatGPT, où on peut, dans les paramètres, lui donner d'autres messages, lui indiquer des messages que lui nous a donnés éventuellement, et comme ça il a le contexte. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Ouais. Effectivement. Donc il y a peu de concurrence, mais oui, on verra effectivement, hein. C'est vrai qu'à l'époque, Olivier nous rappelle un petit peu la fin des années 90 dans le web, où il y avait tout plein d'outils qui existaient déjà pour faire des recherches, alors qui étaient souvent des annuaires en fait. Ça fait référence un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on parlait d'AltaVista, de Yahoo, etc. Et puis Google a débarqué avec de la recherche vraiment dynamique, très intelligente, je crois vers 98-99. Et donc effectivement, ils étaient un petit peu isolés. Et puis l'histoire racontait le suite. Oui, Lycos aussi, effectivement, qui était français, si je ne dis pas de bêtises. On avait différents outils comme ça. Donc voilà, c'est vrai que ça pourrait être OpenAI pourrait devenir prédominant de la même manière que Google l'est devenu, hein, parce qu'on le rappelle, hein, Google, je crois que c'est quand même 90 ou 95% des recherches sur Internet aujourd'hui. Donc voilà, Copernic, c'est là qu'on voit tous les anciens qui regardent, ça fait plaisir, qui vont sortir des noms que les plus jeunes ne connaîtront pas. Mais ça me fait plaisir, moi ça me rappelle une époque. Voilà, et d'ailleurs je le rappelle toujours, d'ailleurs je vais même mettre le lien, mais vraiment lisez, si ça vous intéresse, cette newsletter qui s'appelle History of the Internet. Qui est... alors attendez, putain, il faut que je la retrouve. Je devrais me garder le lien parce que je la cite très régulièrement, mais qui est vraiment extraordinaire, moi je trouve. Et d'ailleurs, dans la dernière édition, il commence à s'intéresser à un sujet qui est absolument passionnant, qui est la bulle des années 2000, le dot-com bubble, comme on dit, voilà, qui est vraiment passionnant. Donc vraiment, regardez ça. Voilà, hop là, je vous mets ce lien. Voilà, il y a plein d'épisodes. Voilà, Lorraine n'a pas connu a priori Lycos. Alors Lycos, on se souvient peut-être de la pub avec le chien et tout, mais voilà, AltaVista ou alors Yahoo, on existe toujours, mais bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins utilisé. Moi quand je me suis connecté la première fois à Internet avec mon modem, je pense que c'était un 28.8, peut-être un 33.6. J'étais très très excité d'aller sur Yahoo, quoi. Donc ouais. Donc voilà, mais allez lire. Bah écoute, surtout Lorraine, hein, tu peux aller lire vraiment le History of the Web, c'est absolument passionnant, et ça te fera découvrir des choses. Il y a des choses techniques, voilà, il y a toute l'histoire aussi de Browser Wars, vraiment la guerre des navigateurs. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Donc qui est vraiment tout le début avec Mozilla, enfin le premier. J'adore cette anecdote, hein, mais le premier navigateur, le navigateur donc, qui s'appelait World Wide Web, je crois, réalisé par Tim Berners-Lee, donc qui a inventé le web, était un navigateur qui était en lecture-écriture. Donc ça, c'est un truc que je trouve absolument fascinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va voilà, sur le site web. Évidemment, je ne peux pas modifier Product Hunt, mais le premier navigateur permettait l'idée de Tim Berners-Lee était que le web soit en lecture-écriture, puis c'est devenu après en lecture seule. Mais voilà, donc bon, c'est des petites anecdotes, je vous laisse voilà, aller lire ça. Et on va passer sur l'éveil, effectivement, sinon on va avoir l'impression d'être un peu sur une EHPAD.
Ça parle d'IRC même. Putain, ça nous remonte. Par contre, je me souviens pas des channels France et France 2. Mais après, il faudrait savoir sur quel serveur IRC, parce que sur tous les serveurs, il n'y avait pas toujours les mêmes channels. Donc voilà. Allez, on attaque un petit peu notre veille autour des outils no-code. On va passer voir du côté de Airtable. Alors Airtable, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien de nouveau en tout cas. Le search dans le designer, si peut-être que, je ne sais plus si on l'a vu la dernière fois. En tout cas, là, on a vu la dernière fois, la semaine dernière, qu'il y avait eu plein de nouveautés qui avaient été ajoutées ici. Voilà, bon, voilà, sûrement que voilà, ils vont rien rajouter dans cette page avant un moment. Donc on verra. Alors le What's New in April. Donc voilà, donc là ça c'est souvent les vidéos où on a des nouveautés. Est-ce que vous avez vu des choses éventuellement que j'aurais ratées au niveau d'Airtable? Des choses récentes là qui vous ont... Ah mais si, est-ce qu'on en a... Non, on en a parlé la dernière fois déjà, les repeatable workflows, enfin les record templates. Est-ce qu'on a parlé de ça la dernière fois? Putain, je me souviens plus, je commence à perdre la tête, ces dernières semaines, beaucoup trop d'informations qui me sont arrivées, donc je suis désolé. Je me souviens plus. Bon, bah, écoutez, si on n'en a pas parlé, bah, vous allez regarder la vidéo. Moi, c'est une vidéo que je dois faire. Ah, merci Matt qui est la mémoire. Voilà, donc voilà. Bon, bah écoutez, donc ça, c'est quand même une sacrée news, hein, très franchement. Donc voilà, salut Stan qui nous fait l'honneur de se lever tôt. Quand il se lève tôt, ça veut dire qu'il a cours. Voilà, je balance un petit peu sur Stan. Donc voilà, donc ça c'est bon, bah voilà. Donc les search, donc voilà, des améliorations vraiment dans la question des interfaces que vraiment je dois creuser. On va plus en parler dans les mois qui viennent parce que c'est dans ma to-do vraiment de creuser ce sujet des interfaces. Je commence à me dire même qu'il y a peut-être vraiment peut-être l'opportunité et la nécessité de faire une formation dédiée. Donc voilà, parce que vous le savez, donc on a chez Contournement une formation à Airtable qui est en 3 niveaux, où on invoque à peine les interfaces à la fin du 3e niveau. Mais je me dis en fait qu'au lieu de rajouter ça dans le 3e niveau, peut-être qu'on va devoir faire une formation séparée parce que ça commence à devenir très riche. Donc voilà, on verra. Donc voilà, bon, moi j'aime bien leur format ici, là je vais pas le lancer sinon ça va me casser les oreilles sinon. Mais leur What's New in 2, c'est-à-dire à chaque fois toujours 2 minutes pour montrer ce qu'ils ont fait, franchement je trouve ça assez chouette. Donc voilà. Et oui, pour répondre à ta question, Anto, on update les mises à jour, enfin les formations quand il y a des mises à jour. C'est un engagement qu'on prend, qu'on a pris, voilà, qui va avec un petit peu notre modèle aussi de pricing des formations, etc. Mais très franchement, c'est très très dur, quoi. Je veux dire, si je vais être très honnête, si je lançais Contournement aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'adopterais le même modèle et je ferais peut-être le modèle plus traditionnel de faire des formations qui sont figées dans le temps et puis éventuellement de faire des nouvelles formations chaque année. Parce que c'est assez dur et en même temps on trouve ça honnête et sincère et juste de faire ça. Donc voilà, donc nous on vend un accès à vie aux formations avec les mises à jour qui vont avec. Donc voilà. Alors, par contre on ne fait pas du jour au lendemain, il y a toujours un petit peu de délai parce que si on laisse mûrir les mises à jour, ça m'est déjà arrivé. Ça nous est arrivé par exemple avec Softer de filmer des vidéos dans Softer et qu'en fait très peu de temps après, donc il y avait eu des nouveautés et très peu de temps après il y a eu des renouveautés. Et donc voilà, on s'est retrouvé à filmer en quelques semaines 2 fois de suite, donc c'était un petit peu pénible. Donc maintenant on laisse toujours un petit peu de temps pour mûrir, notamment on fait jamais de vidéos tant que les fonctionnalités sont en bêta, ou alors on fait des vidéos de présentation très rapides mais pas des vidéos vraiment de formation. Donc voilà. Mais oui, donc typiquement, voilà, quand il y a une nouvelle fonctionnalité comme les templates de record, alors c'est plus facile quand c'est des nouvelles, donc quand c'est des nouveautés que quand c'est des mises à jour aussi, parce que ça, voilà, du coup, bah, de toute façon, ça n'est pas dans la formation, donc on le mettra quand on le mettra, quand on pourra, donc voilà, en général quelques semaines, un mois maximum, on va dire. Et puis par contre, quand c'est des modifications, alors là, c'est vraiment pénible parce que là, il faut très vite refaire la vidéo puisque ça veut dire qu'on a une vidéo dans notre formation qui n'est plus valable. Et donc ça, c'est vraiment plus difficile à gérer.
Mais voilà. Mais là, on est en train de travailler sur vraiment on va dire une petite rénovation on a un chantier un petit peu de rénovation de nos formations qui va aller jusqu'au mois de juin. Donc voilà, je vous en dirai plus bientôt. Mais voilà, comme il y a plusieurs de nos formations qu'on avait filmées en fait il y a 2 ans, en juin il y a 2 ans, enfin entre avril et juin d'il y a 2 ans. Voilà, alors même si on les a mises à jour régulièrement depuis, là on va essayer de faire un peu un refresh un peu complet. Et pour répondre à ta question, Matt, la formation Notion du dernier niveau, ça sera pas avant la fin de l'année. Ça sera pas avant la fin de l'année parce que alors là pour le coup sur la formation Notion, on va la refilmer complètement. On va refilmer complètement le premier niveau et le deuxième niveau avant d'attaquer le troisième niveau. Mais clairement, il y a la matière désormais dans Notion pour faire un troisième niveau, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque où on l'a fait. On a fait les 2 premiers niveaux, donc voilà, donc ça arrive. Et salut Morad aussi qui nous a rejoint, et Maurice également. Donc voilà, donc on réfléchit un peu à tout ça, mais je vous en reparlerai bientôt. Et alors s'il y a un troisième niveau, par contre, il faudra l'acquérir, puisqu'il n'est pas, comme il n'existait pas, personne ne l'a acheté. Donc quand... alors, sauf si oui, tu demandais si on aura accès aux mises à jour, évidemment, vous aurez accès aux mises à jour de la formation Notion. Tout ce qu'on va refilmer, évidemment, en fait, va remplacer les vidéos qu'il y a actuellement. Donc ça, c'est... voilà. Voilà, je le précise parce qu'effectivement, c'est important. Et je suis désolé pour les gens qui regardent les vidéos actuelles, mais bon, voilà, après, c'est un truc de synchronicité, mais vous aurez accès aux nouvelles vidéos, sachant que notre formation Notion actuelle est quand même à peu près à jour au niveau des fonctionnalités. C'est juste que l'interface est en anglais parce que quand on avait filmé, c'était en anglais, etc. Donc voilà, des petites choses comme ça. Mais en tout cas, les fonctionnalités qu'on y présente sont à jour, quoi. Voilà, et salut Sandrine également. Allez, on continue, on va un petit peu dériver, et je m'en excuse, et on passe sur Zapier. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Merde, je suis passé tellement vite sur Zapier, parce qu'on a l'habitude qu'il n'y ait pas vraiment de nouveautés. Il y a le No-Code Day. Zapier, c'est vrai qu'ils ont inventé le No-Code Day. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ils l'ont lancé l'année dernière, je crois. Le No-Code Day Contest, je ne sais pas trop ce que c'était, je ne l'ai pas vu passer, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Donc, il y avait moyen de gagner 5000 $. Je ne sais pas si vous avez participé au No Code Day. C'était quand? C'était en février. Je suis complètement passé à côté de la news. Donc là, on est. Et donc, ils nous disent aujourd'hui qu'il y a eu 400 soumissions. Et donc, qu'est-ce qui a été proposé? Donc, ils automatisent des process. Ça dit ici, il faudrait que je vais me garder cet article parce que... attendez, je vous le mets là. Donc ça, c'est ce qui a été proposé. Je vais me garder cet article parce qu'il y a probablement de l'inspiration très intéressante. Là, je vois qu'il y a générer des contrats clients et les imprimer. Ça, on a déjà vu, mais il y a peut-être des use cases qui peuvent être très intéressants. Donc, je vais regarder ça. Donc, il s'est fait son propre CRM avec Zapier et OpenAI. Ok, bon, je vais me noter ça quelque part et on ira regarder pour voir s'il y a des use cases. Et effectivement, c'est vrai que de leur point de vue, évidemment, comme dit Maurice, pour Zapier, organiser un no-code day où les gens proposent leur use case, c'est un super moyen de découvrir parce que ça, on en parle souvent. Moi, quand j'ai l'occasion d'interviewer des gens qui éditent des outils no-code, c'est une des questions que je préfère leur poser, c'est leur demander est-ce que vous avez été surpris par un usage d'un de vos clients? Et des fois, en fait, ils savent pas comment leurs clients utilisent les outils no-code. Et franchement, moi, je trouve ça assez génial parce que des fois, ils le savent, des fois, ils découvrent des choses auxquelles ils s'attendaient pas du tout, quoi. Et franchement, c'est assez... La créativité des gens, en général, est sans limite, quoi. Si on prend les gens au sens large, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des personnes qui vont trouver un usage des fois détourné, des fois même malicieux, des fois drôle, des fois bizarre, voilà. Et donc franchement, ça c'est assez passionnant. Donc effectivement, j'avais pas pensé et c'est un très bon moyen de découvrir aussi des use cases comme ça. Mais en tout cas, moi, ça me permet aussi de découvrir des use cases également. Donc c'est double impact. Ils en découvrent eux et ils font découvrir des use cases à leur communauté. Donc voilà, nos esprits se sont rencontrés, Maurice.
Et effectivement, avant, il y avait beaucoup la grande époque des hackathons, etc., aussi, qui permettaient à des gens de s'emparer de technologies, de données aussi, pour mettre en œuvre leur créativité, pour proposer des usages intéressants. C'est un petit peu passé d'ailleurs, hein, les hackathons, même si évidemment dans la communauté no-code, il faut rappeler les hackathons No Code for Good, hein, il y en a déjà eu 2, des grands moments de la communauté no-code en France en tout cas. Voilà, un Morad, petite dédicace évidemment à No Code for Good. On attend d'ailleurs le 3e hackathon, il n'y a pas eu encore de hackathon No Code for Good cette année, donc on espère qu'il y en aura un bientôt. Voilà, mais c'est vrai que le sujet des hackathons en général, quand même un très bon moyen de mettre en œuvre la productivité des gens. Ça existe toujours, hein, évidemment, mais c'est moins quand même. Moi, j'ai participé à des hackathons très compétitifs, avec des prix, avec de l'argent à gagner, etc. Voilà, cette époque-là est un petit peu passée, mais il y en a toujours. C'est un format. Dans l'absolu, il y a aussi des hackathons internes. On a de temps en temps Nicolas qui travaille chez Typeform, qui nous partage des créations qui ont été faites dans les hackathons internes de Typeform. Je me souviens, il nous avait partagé des choses assez intéressantes. Donc effectivement, ouais, c'est un très très bon format. Alors, est-ce qu'on a des nouveautés chez Notion? Est-ce qu'on a des nouveautés? Bah non, on est toujours bloqué avec les boutons. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une vidéo sur les boutons que j'ai filmée il y a 2 semaines que je n'ai toujours pas publiée. Ça vous montre un petit peu à quel point vraiment là, c'est un petit peu en ce moment, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà, il va falloir que je la finisse et que je la publie sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on va pas parler des boutons. Et Release Note, y a-t-il des nouveautés? Il y a des nouveautés chez nos amis de Make. Chez nos amis de Make, bon, je ne vois pas forcément. Je ne suis pas assez expert pour voir tout de suite les nouveautés. Donc, ils ont corrigé des bugs. Donc voilà, bon, ça a l'air d'être des choses assez mineures. Et pour la première fois, j'ai inclus aussi les Release Notes de N8N, qui est un outil dont vraiment j'ai envie de beaucoup plus m'emparer. Et en fait, je les ai inclus surtout pour vous montrer un petit peu la différence. Donc là, vous avez vu, donc là, c'est les release notes de Make, donc qui sont, c'est présenté assez frugalement, mais qui ressemblent quand même à un changelog, comme on dit, de développeur. Et là, vous avez chez Make, chez N8N, où là, on est vraiment sur un outil quand même assez technique avec une équipe de dev assez avancée. Et là, on est vraiment sur un changelog, vraiment des release notes vraiment de développeurs avec des numéros de version, avec des arrobases, avec des commits en fait qui sont liés. Donc là, c'est vraiment, on voit que c'est avec leur code, mais ils mettent quand même bien les fonctionnalités en avant aussi. Voilà, il pourrait y avoir quelques images si je peux me permettre. Donc vous voyez, c'est intéressant entre Airtable qui va faire une vidéo très très haut niveau de 2 minutes, enfin quand je dis haut niveau, vraiment très pour qui s'adresse vraiment au plus grand monde. Alors Zapier, bon, qui font pas grand chose. Make qui fait voilà ce qui ressemble un petit peu à un changelog assez simple, et N8N qui est vraiment là dans du paradigme de développeur. Donc on voit aussi un petit peu par les biais de la manière dont les outils documentent, je trouve, leurs nouveautés, aussi quelque part un petit peu leur empreinte et leur ADN, et évidemment l'ADN de N8N extrêmement technique. Voilà, mais un super outil néanmoins que vraiment je me dis que je dois utiliser beaucoup plus, et comme je me le dis, je vous le dis, et comme ça, ça reste gravé un petit peu dans le marbre d'Internet, et puis comme ça, quand je regarderai ce replay, ce que je ne fais jamais d'ailleurs, hein, mais au moins, je me dis, je vais devoir le faire. Voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez vu passer éventuellement, à moins que l'on attaque un petit peu les 2 derniers sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui sont des livres. Mais si vous avez des choses, n'hésitez pas, il nous reste 20 minutes. C'est la première fois que je suis un petit peu en avance, on va dire, sur le timing, même si, voilà, on va clôturer de toute façon dans les temps. Alors, je n'ai pas pu, merci Matt pour cette question, je n'ai pas pu retester ActivePieces, qui effectivement, si on parle d'outils d'automatisation, est un outil qui m'a semblé effectivement très prometteur. Comme je l'ai montré la semaine dernière, qui est aussi très jeune,
Et donc effectivement c'était très lent, et donc suite à mon donc au live que j'ai fait la semaine dernière où vous étiez, eh bien j'ai eu un message des cofondateurs d'Active Pieces, en tout cas d'un des deux cofondateurs, qui m'a dit qui me remerciait déjà d'avoir testé l'outil, et qui s'excusait et qui était hyper frustré de justement des lenteurs et des bugs qu'on a eu, donc c'était très drôle. Donc j'ai apprécié ça. Je sais pas, je crois pas qu'il parle français, en tout cas il m'a écrit en anglais. Donc je sais même pas comment ils ont découvert qu'on avait parlé de ça. Alors si, peut-être parce qu'on l'a mis dans le titre de la vidéo, oui, dans le replay. Donc voilà, et donc je lui ai dit de me tenir au courant. Donc voilà, donc c'était drôle, et donc qu'ils me tiennent au courant quand ils allaient un petit peu progresser. Ça fait que 3 mois en fait qu'ils ont publié leur première version, donc c'est un outil qui est très jeune. Euh, mais je le suivrai. Je le suivrai parce qu'il y a quelque chose qui m'a semblé assez prometteur. Euh, donc voilà, donc c'est chouette. J'ai apprécié aussi qu'ils m'écrivent, et d'avoir un contact avec les gens, c'est toujours plus cool. Donc voilà, je sais pas du tout où ils sont basés, etc. Mais peut-être qu'à l'occasion, j'essaierai de les interviewer. Mais c'est vrai que là, j'attends quand même dans un premier temps d'avoir quand même voilà quelque chose d'un petit peu plus stable, d'avoir un petit peu plus de connecteurs. Mais dans l'idée, j'ai eu l'impression, j'ai eu le feeling en fait que quelque part l'interface pouvait être vraiment un peu lui, un petit peu, alors je vais dire parfaite, mais je ne sais pas, mais entre la simplicité de Zapier et des choses que j'aime bien dans N8N, puisqu'on est toujours sur la fenêtre d'N8N. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent qui ne savent pas de quoi on parle, je vous mets ici quand même Active Pieces. Il faudrait que je rejoigne leur Discord. Tiens, c'est une bonne remarque. Je suis sur tellement de Discord, et vraiment Discord, je trouve c'est vraiment trop dur à suivre. Enfin, d'ailleurs, je suis aussi sur plusieurs Slack que j'arrive pas à suivre. J'avoue que je dédie toute mon attention sur le Slack de No Code France. Mais voilà. Alors, il y a une nouvelle release, tiens, d'ailleurs, donc il l'annonce ici, là, du 2 avril. Est-ce qu'il y a des nouveautés? On va regarder leur changelog. Voilà, donc la différence avec leur changelog. Alors, c'est intéressant. Alors, le changelog, déjà, si je dis pas de bêtises, il est fait avec Gitbook, je suppose. Donc ça, c'est aussi un très bon outil. Alors, d'ailleurs, ils donnent ici la sémantique des numéros de version, qui est une version standardisée, avec les versions majeures, mineures et les patchs, donc qui est le 3e numéro. Vous l'avez vu, hein, d'ailleurs ici aussi, c'est un standard, hein, puisque ici N8N fait la même chose. Hein. Donc d'ailleurs, on le constate, on n'est toujours pas sur la version 1 de N8N, on est par contre sur la version 222 de N8N. Donc voilà. Et donc là, on voit un petit peu toutes leurs nouveautés. Donc il y a des nouvelles choses, Mastodon. Bon, écoutez, c'est intéressant. Donc voilà, hein, pour répondre à la question, Matt, eh bien je regarderai, je dirai, je vous dirai à tous quand voilà. Ou si d'ailleurs, si vous de votre côté vous retestez, vous voyez que ça s'améliore, que ça vous plaît et tout, eh bien n'hésitez pas. Voilà, les outils d'automatisation, c'est vrai que moi j'en ai parlé encore la semaine dernière dans un post j'aime beaucoup Zapier et tout, mais voilà, c'est vrai que et je trouve qu'il y a des choses très bien aussi dans Make. Il y a des choses qui me plaisent dans N8N. Il y a notamment aussi le fait que je puisse héberger ma propre instance N8N, de pas non plus de pouvoir exécuter des tâches sans avoir à me prendre la tête avec le nombre d'automatisation. Mais N8N a quand même aussi ce petit défaut de ne pas être complètement open source quelque part. Il faut quand même. Et donc voilà, peut-être que Active Pieces est la pièce manquante, voilà, un petit peu le truc qui viendra compléter tout ça. Alors, on passe au dernier sujet. Alors, ce premier sujet, je vais passer un petit peu vite dessus, mais j'avais envie de vous partager ça. J'en ai parlé déjà très rapidement, je crois, parce que je crois que j'ai dit que c'était dans ma to-do list. En fait, il y a eu une émission où je vous ai dit les livres que j'allais lire, et bien là, je vais vous dire les livres que j'ai lus. Donc, j'ai ici, alors hop, je vous mets le lien. Donc, j'ai lu le livre vert. Alors, il me reste encore quelques pages à finir, mais j'ai globalement lu le livre vert de l'agence Bienfait sur les technologies, sur en fait l'impact environnemental, climatique, du no-code et du low-code. C'est 90 pages, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, c'est très bien fait. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils disent dès le début que ça va être difficile de répondre à la question de savoir quel est l'impact du no-code et du low-code, parce que
on a très peu de données de la part des éditeurs parce qu'on a très peu de recul, parce que tout ça c'est très jeune. Donc ils sont très honnêtes là-dessus. Moi, c'est principalement une de mes réserves sur ce sujet et pour lequel je parle très peu voilà, de ce sujet-là et que en général, quand on me pose la question, je préfère dire qu'on n'a pas de recul. Néanmoins, je trouve bien qu'il y a eu une première pierre, que je trouve ça très intéressant, qu'il y a eu une première pierre qui a été posée. Et donc, quelque part, je vois un petit peu ce livre vert comme une première pierre, c'est-à-dire qu'ils ont posé les bases de l'étude, ils ont posé le contexte, ils donnent des choses, ils abordent tous les sujets qui doivent être abordés dans cette étude, et je pense qu'ensuite on va pouvoir itérer en embarquant les éditeurs, les makers et tout, et pour pouvoir voir ça. Donc, je vais pas trop vous spoiler, le but c'est pas de vous résumer, d'autant que demain j'ai rendez-vous avec Simon, un des cofondateurs de l'agence Bienfait, pour enregistrer un épisode de podcast avec lui sur ce sujet. Donc voilà, c'est un petit peu comme un petit teaser. Alors d'habitude, je dis jamais que les épisodes de podcast à venir, mais voilà, là je vous le dis. Parce qu'en fait, le fait de vous en parler, ça me permet de mettre un petit peu mes idées au clair, etc. Et donc, très rapidement, attendez, il faut que je reprenne d'ailleurs le livre. Je vais vous montrer juste Je vais vous montrer tout simplement le déroulé en fait du livre que j'ai trouvé assez intéressant. Alors, où est-ce qu'il est? Ici, le livre vert. Attendez, je le cherche parce que donc il faut mettre son email pour le. Donc hop, on va l'ouvrir ici. Donc c'est en plus, franchement, c'est très bien fait, c'est très bien mis en page. Le style d'écriture, alors moi, je suis pas un grand littéraire, même si je lis beaucoup, donc je vais pas le critiquer. J'ai trouvé que c'était plus facile à lire au début qu'après. Des fois, ça devenait un petit peu lourd à lire. Mais voilà. Et donc la table des matières. En gros, il y a une première très grande partie qui est sur la part du numérique dans le dérèglement climatique. Ça n'est pas spécifique au no-code, mais c'est un sujet qui est extrêmement important et intéressant. Et il y a beaucoup on a tous des préconceptions, on pense que voilà, alors quel est l'impact des emails par rapport à ça? Est-ce que je dois effacer mes emails? Est-ce que ça prend de la place, etc. Donc ça, j'ai trouvé que ce premier chapitre, même si je connaissais beaucoup de ces choses-là pour m'y être intéressé, était justement, comme je connais un peu le sujet, je peux vous dire que c'est bien fait, ça remet bien, comme on dit, le clocher au milieu du village. Donc je sais plus quelle est cette expression d'ailleurs, l'église au milieu du village, le clocher au milieu de l'église, bref, je sais plus. Mais voilà, c'est très bien fait, c'est très bien condensé, notamment en commençant par ce qui a le plus d'impact, à savoir évidemment la partie matérielle. Donc en gros, nos ordinateurs, c'est-à-dire que ça, sans faire de spoiler, je peux vous dire tout de suite que les ordinateurs, les terminaux en fait que vous utilisez pour utiliser vos outils no-code sont le plus gros impact. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux autres impacts. Il y a les infrastructures, etc. Donc c'est vraiment ça, si vous n'êtes pas bien au fait de ce sujet-là, si vous n'avez jamais écouté les podcasts du Shift Project, voilà, ce genre de choses, vraiment, c'est très intéressant. Et même si vous l'avez fait, voilà, c'est bien condensé. Ensuite, c'est la partie no-code. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que déjà, ça explique le contexte, les outils no-code, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Avec les limites, évidemment, que j'évoquais, qu'on n'a pas forcément de recul, mais aussi en amenant ici des sujets qui sont très importants comme l'éco-conception. Ça, c'est un sujet qui est vraiment très important et qui est assez majeur dans l'éco-conception. Ça va être à la fois vous, en tant que maker qui utilisez des outils no-code, et donc le choix des outils, la manière dont vous allez faire les produits que vous allez faire avec ces outils, utiliser un outil plutôt qu'un autre, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant parce que finalement, comme on a assez peu de recul et de données de la part des éditeurs, on ne sait pas quel éditeur est le plus vertueux, etc. Eh bien, à vous aussi de maîtriser les informations pour pouvoir faire aussi preuve de discernement et de voir ce qui est actionnable à votre échelle, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant. C'est des choses qui sont transverses, qui sont aussi valables d'ailleurs dans le code, dans le numérique en général. Et puis voilà, après ce dernier chapitre que j'ai pas encore terminé, donc j'en parlerai pas trop, mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu de quoi ça parle. Franchement, ça se lit assez bien, ça va pas vous prendre 200 ans. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez. Et puis demain, j'enregistre le podcast, donc la semaine prochaine, en plus, vous aurez un podcast, donc vous aurez un échange par rapport à ça. Donc l'idée, ça sera, on va essayer aussi de
de résumer un petit peu ce qui est dit dans le livre et puis d'en discuter. Il y a des choses aussi où voilà, il faut discuter un petit peu de la pertinence de certains moyens d'action et de choses comme ça. Donc voilà. Ça, c'était donc pour ce livre donc, que je suis en train de terminer, que je dois terminer pour demain évidemment, hein, puisque je vais pas aller faire une interview sans avoir lu jusqu'au bout. Et pour terminer, alors je ne sais pas si c'est un sujet d'ailleurs avec lequel vous êtes familier ou pas. Si vous avez des questions d'ailleurs pour Simon que vous voulez que je pose dans le podcast, n'hésitez pas, ça peut être le moment, vous pouvez me le dire dès maintenant. Et je vais passer à un deuxième livre qui est très intéressant, qui est open source d'ailleurs, que vous pouvez, là je vous mets le lien vers le PDF directement. Et c'est un livre, alors ça n'a pas de rapport directement avec le no-code ou avec la technique, mais ça a un rapport avec, quelque part, No-Code France, l'association No-Code France et le mouvement No-Code, je trouve. C'est un livre qui m'a été recommandé, d'ailleurs, j'en parle ici aussi, parce que ça m'a été recommandé par une membre de la communauté, Marine, voilà, que je remercie et je salue au passage. Je ne pense pas qu'elle regarde la matinale, mais c'est pas grave. Au cours d'un meet-up, elle m'a parlé donc de ce livre qui a été écrit par donc Rick, alors je vais dire Falving, mais je suis à peu près sûr que ça s'écrit pas comme ça se prononce pas comme ça parce qu'il est suédois. Mais l'idée, c'est le cofondateur, le fondateur même, hein, parce qu'il a lancé ça seul, du Parti pirate suédois. Le Parti pirate, si vous ne connaissez pas, c'est un parti politique qui est né en Suède, où ils ont eu des places au Parlement, qui ensuite est devenu un mouvement international, qui est devenu aussi assez puissant, enfin assez représentatif en Allemagne, où ils ont également eu des places au Parlement, je crois au Parlement allemand et au Parlement européen. Alors il y a eu en France, ils n'ont jamais, je crois, trop réussi à percer, mais ça existait. En tout cas, j'ai déjà vu un bulletin de vote du Parti pirate. D'ailleurs, je ne sais pas si vous reconnaîtrez peut-être le logo, je ne sais pas s'il est quelque part, non, le logo du Parti pirate, mais bon, bref. Et donc, en fait, c'est un mec qui a lancé ça tout seul et qui a essayé de s'appuyer sur ce qu'ils appellent Swarm. En fait, Swarm, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est un essaim, comme un essaim d'abeilles. Et donc, il a eu toute cette philosophie qu'il a donc rédigée dans un livre sur comment s'appuyer sur, vous le voyez, hein, l'image représente ça, sur plein de gens qui collaborent ensemble. Et il explique comment il a fait ça. Et donc, c'est un livre qui est hyper concret, hyper actionnable. Il partage un petit peu l'histoire de comment il l'a fait, mais c'est surtout, il explique comment le reproduire tout le temps. Et franchement, c'est vraiment passionnant. Et il y a plein de choses que j'ai retrouvées et qui m'ont à la fois inspiré et en même temps, il y a des choses qu'on a déjà mis en œuvre dans le contexte de No-Code France, c'est-à-dire que la manière dont fonctionne l'association No-Code France, les guildes, le CA, le fait que ça soit décentralisé, etc., en fait, se retrouve un petit peu là-dedans. C'est d'ailleurs quand on parlait de ça avec Marine qu'elle m'a suggéré ce livre. Et donc voilà, et donc j'aime bien le côté manuel tactique parce que c'est vraiment, c'est pas du tout une histoire de comment il a monté le Parti pirate, c'est les leçons qu'il en a tirées de manière très actionnable. Par exemple, il dit que voilà, il faut commencer avec des hiérarchies. Alors lui d'ailleurs, c'est quelque chose qui est décentralisé, mais pas du tout horizontal. Par exemple, c'est très vertical. Il y a 30 leaders, par exemple. Donc là, c'est parce que ça s'étend sur un pays. Mais il dit qu'on ne peut pas manager plus de 30 interactions. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on sait. Il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. C'est avoir 30, on ne peut pas avoir plus de 30 interactions fortes avec des gens et 150, globalement, liens sociaux, quoi. Voilà, il parle de cette étude, d'ailleurs. C'est quelque chose dont on a pas mal parlé à l'époque dans les réseaux sociaux et tout. Et donc voilà, et donc il dit 30, si vous allez devoir faire un gros truc, donc par exemple, vous découpez votre pays, si vous voulez faire un parti national, vous découpez votre pays en 30 zones, chacune de ces zones, il faut qu'il y ait une personne, et cette personne va elle-même ensuite pouvoir potentiellement avoir jusqu'à 30 personnes, etc., qui vont travailler avec elle. Et ensuite, il y a des choses qui sont transverses, par exemple la gestion des médias, la gestion de la logistique, comment faire. Après, il y a pas mal de choses qui sont liées à l'activisme, donc qui sont pas forcément vraiment très applicables à ce qu'on fait par exemple avec le mouvement No-Code, mais franchement c'était vraiment passionnant, c'était une lecture qui m'a vraiment beaucoup enthousiasmé, beaucoup de choses qui m'ont inspiré et tout.
Donc voilà, je pense que d'ailleurs même je le partagerai dans le channel de l'asso, parce que je pense que s'il y a d'autres gens que ça intéresse de lire, et ben voilà, on pourrait vraiment utiliser ça. Ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, c'est un livre, donc, comme je disais, hein, qui est gratuit, qui est open source, vous avez le lien directement. C'est en anglais, il n'y a pas d'édition française à ma connaissance. Voilà, vous pouvez aussi demander un résumé peut-être à ChatGPT ou je sais pas, il y aurait des choses à voir. Mais voilà, en tout cas, si vous le lisez, n'hésitez pas à me le dire, on pourra en discuter et voir ce qu'on pourrait actionner. Et je savais pas que le Parti Pirate était présent en Suisse, dans les cantons, donc c'est intéressant. Euh, donc c'est très bon à savoir. Voilà, je me renseignerai d'ailleurs en France sur où ils en sont, mais je crois qu'en France, malheureusement, ça n'a pas du tout pris. Ça dépend aussi vachement des pays. C'est vrai qu'on pourrait même demander à ChatGPT de faire une traduction. Alors il y a quand même... là, c'est un petit peu plus long, il y a 300 pages, mais ça doit être... Tout est possible. Eh bien, écoutez, on pourrait lui demander aussi de faire une lecture, faire un audiobook avec ça. Ça existe peut-être d'ailleurs en audiobook. Faire un audiobook traduit. Bon, voilà, tout est possible, vous l'aurez compris. Donc voilà, bah écoutez, voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais arrêter le partage d'écran. On arrive sur la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous à tous, toutes qui étaient là jusqu'au bout. Merci à Zahardonia qui s'est inscrit ou inscrite. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre. Ça me rappelle que vraiment, si vous regardez et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vraiment, c'est super important parce que ça vous permettra d'être prévenu. Et je le répète toujours, mais il y a plein d'émissions sur cette chaîne Twitch. Donc ça, vraiment, c'est vraiment important de ne jamais oublier que voilà, si vous avez apprécié, vous apprécierez peut-être encore plus même voilà, d'autres émissions, l'émission de Xavier par exemple, les émissions impromptues de Xavier qu'on adore. Les émissions, attendez, je vais vous dire le de Stan qui est passé tout à l'heure, je pense qu'il est déjà reparti, mais qui est là cet après-midi avec son live. Donc voilà, alors s'il y a des gens qui ne sont... Oui, il y a toujours des gens qui ne sont pas abonnés. Puis aussi dans le replay, si vous regardez ce replay, si vous l'avez regardé jusqu'au bout déjà, félicitations. Si vous regardez ce replay, n'hésitez pas à venir sur le twitch.tv/NoCodeFrance, abonnez-vous pour revenir regarder en live. Vous aurez par exemple à 13h l'émission de Noam. Noam qui fait un build-in public, voilà, avec Nicolas. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Voilà, Noam, expert Airtable, reconnu. Donc vraiment, ça va être très intéressant. J'avoue que j'ai pas encore regardé, c'est une nouvelle émission qu'il propose. Donc vraiment, n'hésitez pas à regarder. Stan à 17h30, comme d'habitude, pour son live no-codien. On ne sait jamais de quoi il va parler, mais c'est toujours intéressant. Demain, il y aura l'émission de Xar, outil français, no code, très intéressant évidemment. Après-demain, eh bien, a priori, il n'y aura pas de no code game, mais il y aura à la place un live sur la Bubble émission. Enfin voilà, sur le pricing de Bubble et tout. Et puis voilà, et puis plein d'autres choses. Je vais pas vous faire la liste parce qu'il y a encore des lives le jeudi après-midi. Il y a... Ah oui, alors si vous êtes dans les coins de Lille, n'oubliez pas que si tout va bien, si j'arrive à prendre un train, je serai à Lille jeudi soir, voilà, et on streamera le live d'ailleurs aussi. Donc voilà, un meet-up de la communauté organisé par les fabricants qu'on remercie. Donc j'espère arriver à trouver un train pour aller à Lille jeudi puisqu'il y a la grève. Et voilà, et puis il y a encore des lives vendredi autour de l'IA, comme d'habitude, les buildings publics de Pierre aussi, qui sont remarquables. Et voilà, et l'émission Software d'Arthur. Bref, bah, du coup, je vous ai tout dit. Donc voilà. Il y a pas de grève jeudi? Si, c'est jeudi, non, qu'il y a une grève, non? Alors écoute, s'il n'y a pas de grève jeudi, eh ben, tant mieux, mais il me semble que c'est jeudi. Voilà, il me semble. Ah oui, non, c'était ironique. Donc voilà, bon écoutez, on verra bien. Merci beaucoup à vous. Il est 9h pile, je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt à Lille, ailleurs, ici, sur le Twitch, sur le Slack de No Code France ou dans les meet-ups de la communauté où j'essaie de venir le plus régulièrement possible. Allez, à très bientôt. Salut.